Donc, merci beaucoup au nom de toutes les femmes victimes de violences. Je tiens à vous remercier de votre invitation, les femmes ainsi que leurs enfants victimes de violences, et votre intérêt à mieux connaître cette problématique et leur réalité qui, malheureusement, et c'est une dynamique qui est bien particulière et qui est bien difficile à comprendre. Donc, ce matin, je suis ici pour vous parler de cette dynamique-là que les femmes et les enfants vivent. Souvent, la société a de la difficulté à comprendre pourquoi ces femmes-là restent, pourquoi elles retournent dans la situation. Donc, on va voir tout ça ce matin. Vous connaissez sûrement dans votre entourage, j'en serais certaine, que tout le monde connaît une femme victime de violence. Et vous le savez peut-être même pas, parce que souvent, c'est une situation qui est cachée, qui est gardée sous silence. Donc, ça peut être une voisine, ça peut être une amie, ça peut être votre fille, et peut-être même vous-même. Donc, la conférence s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Parce que il y a des messieurs parfois qui nous appellent pour leur fille, qui s'inquiètent pour leur fille ou pour leur famille qui pourrait être victime. Moi, c'est Véronique Girard, je suis intervenante à l'Auberge de l'Amitié depuis maintenant 7 ans. Et ça fait déjà 17 ans, en fait, que je travaille en intervention et ça me fait un immense plaisir de venir vous en parler. Donc, qu'est-ce que l'Auberge de l'Amitié? Je sais que c'est une maison qui est connue souvent sous un nom pas très agréable. Souvent, les gens vont appeler ça la maison des femmes battues. Bien, ce matin, je vous demanderai à tous et à toutes à partir d'aujourd'hui, d'appeler l'Auberge de l'Amitié la maison pour les femmes victimes de violence. Parce qu'on va le voir tout au long de la conférence et aussi, il y a votre président aussi, là, qui vous a parlé de différentes formes de violence. Donc, quand on nomme l'Auberge de l'Amitié, la maison des femmes battues, il y a tout plein de femmes qui n'osent pas venir sonner et qui n'osent pas venir chercher des services. Donc, ça, c'est un point assez important. Donc, l'Auberge de l'Amitié, c'est une maison très chaleureuse, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on est un organisme communautaire à Roberval qui dessert tout le domaine du roi. Donc, c'est une maison qui est ouverte 24 heures. Donc, si les femmes sont dans des situations que ça va vraiment pas, parce que la violence, on ne choisit pas à quel moment ça arrive et la femme n'a pas grand contrôle là-dessus. Donc, lorsqu'elle arrive, elle peut venir sonner à notre porte. Elle peut nous téléphoner pour avoir de l'aide. Ça peut même être de la famille qui téléphone ou des amis qui l'amènent à venir nous voir à l'auberge. OK? Donc oui, c'est une maison pour de l'hébergement qui est complètement gratuit. Donc, quand on reçoit des dons, des choses comme ça, c'est des choses qui sont très appréciées parce que nous, on remet aussi à ces femmes-là. Donc, c'est une maison qui compte 14 places. Ça va faire maintenant 40 ans que la maison de l'Auberge de l'Amitié existe. Ça a été ouvert de façon bénévole dans les débuts. Pourquoi pour des femmes? Bien, ça a été ouvert par des femmes. Et pourquoi pour des femmes? Aussi parce que, encore aujourd'hui, les femmes sont victimes parce qu'elles sont des femmes. C'est certain qu'il y a des hommes qui sont victimes. Par contre, quand on regarde tout le nombre d'homicides, quand on regarde les violences sexuelles, quand on regarde les drames et ces choses-là, malheureusement, c'est souvent par un plus grand nombre de femmes qui ont été victimes. Donc, c'est pour ça aussi que la maison a été ouverte de cette façon-là. Donc, on a 14 places. On a de la place pour autant les femmes et leurs enfants. Elles peuvent arriver à la maison avec presque rien, pas de valise, rien si elles sont mal prises. On a des ententes avec des organismes du milieu pour les aider à avoir des vêtements. On a une très belle salle de jeu pour les enfants. On a des chambres adaptées pour
autant les femmes seules ou femmes avec enfants. Donc, vraiment, les jeunes sont bien installés parce que dans ces moments difficiles-là, au moins, ils peuvent se sentir en sécurité à l'auberge et elles peuvent se sentir soutenues 24 heures sur 24. Et leurs enfants aussi. En hébergement, il y a aussi des ateliers, bien sûr. Hein? On n'est pas un centre de thérapie, ça c'est certain, on n'est pas un centre de thérapie. On est un hébergement temporaire, le temps de prendre des décisions, de réfléchir à la situation. Et les intervenantes qui sont sur place peuvent accompagner les gens dans leur démarche. S'il y a eu de la violence physique, exemple, et que la femme veut porter plainte, c'est un moment qui est très éprouvant et qui est pas du tout agréable. Donc, les intervenantes spécialisées, on est là pour elles, pour les accompagner jusqu'aux policiers ou chez les avocats. Mais je tiens à préciser, on n'est jamais là pour, comment je pourrais dire, leur monter la tête ou leur parler en mal du conjoint ou de leur fils, hein, parce que ça peut être de la violence vécue par notre fils, par notre mari, ça peut être par différentes personnes comme ça. Donc, jamais qu'on va monter la tête d'une femme, exemple, qui viendrait parce que son fils lui fait de la violence. On ne dira pas, c'est terminé, coupe les ponts avec lui, fais ci, fais ça. On n'empêche pas la femme de parler à la personne, même si c'est de son mari. C'est sûr qu'on n'accepte pas les hommes dans la maison par mesure de sécurité puis par respect aussi pour toutes les femmes qui ont vécu des choses difficiles. Mais elles peuvent recevoir des appels de eux et elles peuvent même décider de retourner, hein, parce que ça fait partie de la dynamique de la violence. On va le voir un peu plus loin. Donc, on les accompagne dans les démarches. Il y a un service jeunesse aussi. Il y a une intervenante spécialement pour le côté maman avec son enfant. Okay? Parce que la violence brise souvent les liens entre la mère et l'enfant. La mère devient tellement fatiguée, tellement épuisée de tout mettre son énergie à éviter les crises. Donc, souvent, ça brise le lien avec l'enfant. L'enfant vit de nombreuses conséquences, lui aussi, autant que les femmes. Donc, l'intervenante mère-enfant est là pour, toujours de façon volontaire, rencontrer ces enfants-là puis réussir à parler avec eux. Et encore une fois, jamais parler contre papa. Elle n'est pas là pour parler contre, dire que c'est un ci puis c'est un ça. Non. C'est sûr qu'on dénonce les comportements. On va nommer que, bon, ça... C'est sûr, il ne faut pas agir comme ça. On va regarder avec l'enfant la façon de se protéger aussi dans tout ça. Okay? Donc, le service jeunesse, elle est là pour les femmes en maison, mais elle est aussi là parce que la violence amoureuse, la violence dans les relations toxiques, ça commence même à l'adolescence, dans les premières relations. Malheureusement, il y a des jeunes filles, hein, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont écouté Fugueuse ici. Hein, ça a été une émission assez choc. Même si on enlève tout le côté de la prostitution, puis qu'on s'arrête à juste sa relation amoureuse, c'est une relation amoureuse de violence conjugale. Donc, cette jeune fille-là, dans l'émission, elle a 16 ans. Et elle est tellement réaliste, l'émission... C'en est assez éprouvant même hein, quand on écoute cette émission-là. Donc, on a des jeunes filles qui vivent déjà des situations de relations toxiques, ou même avant que ça devienne trop grand. Quand la jeune fille se questionne trop, donc elle peut, Elisabeth, c'est ma collègue, l'intervenante jeunesse, l'intervenante mère-enfant, elle peut se déplacer jusqu'à l'école, à la polyvalente, aller rencontrer les jeunes, elle fait de la sensibilisation dans les écoles, les maisons des jeunes. On essaie là d'en parler le plus possible, hein, parce que garder le silence, c'est ce qui fait perdurer la violence. Donc, c'est important de briser le silence en parlant de nos services. Ensuite, il y a les services externes. Ça, c'est peu connu dans la société, je vous dirais. Comme je disais tantôt, les gens connaissent l'Auberge de l'Amitié comme une maison d'hébergement, mais ils ne connaissent pas les services externes.
En fait, c'est moi qui s'occupe des services externes. C'est sûr, je ne suis pas là 24 heures sur 24, mais il y a toujours des services externes. Quand je ne suis pas là, mes collègues répondent aux urgences, s'occupent des gens, c'est sûr qu'on s'en occupe toujours. Donc, les services externes, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de venir en hébergement pour recevoir des services au niveau des relations conflictuelles ou si on se pose des questions, si on s'inquiète pour notre relation avec notre enfant ou avec notre mari ou avec peu importe, les femmes peuvent téléphoner à l'auberge et on se donne rendez-vous, jamais à leur maison, ça c'est certain, mais on se donne rendez-vous soit au CLSC ou soit à l'auberge de l'amitié, puis on regarde avec elle qu'est-ce qui se passe dans la relation et on essaie de démêler les choses. Qu'est-ce que c'est que la violence? Hein, on entend toutes sortes de choses par rapport à la violence, mais en fait, ce qui est important de savoir, souvent on dit « Ah, il a perdu le contrôle, il savait plus ce qu'il faisait, ou mon fils, quand il se fâche, il voit noir, il file pas, il est fatigué. » On essaie de trouver toutes sortes de raisons, OK? Puis on dit « il a perdu le contrôle. » C'est faux. Complètement faux. C'est une prise de contrôle sur l'autre personne. OK? Là, je vois des gens que ça fait réagir peut-être. C'est normal, ce matin, je vous parle de quelque chose que ça fait des années que vous entendez. Dans la société, on entend toutes sortes de choses par rapport à la violence. Hein? Puis ce discours-là, ce matin, je viens comme contrecarrer un petit peu tout ce qui vous a été dit ou tout ce qu'on a pu penser. Au contraire, c'est une prise de contrôle. La personne, exemple, là, si je me réfère encore à l'émission Fugueuse, hein, quand on a des images claires des situations, c'est plus facile. Si on se réfère à l'image à Fugueuse, bien, exemple, quand Damien, son conjoint, que sa copine ne fait pas ce qu'il veut, il n'est pas trop content, puis il s'en va jusqu'à la frapper. Et par après, il s'explique en disant « je suis désolée, là, tu sais, je suis fatiguée, puis je ne l'ai pas pris, tu as fouillé dans mon cellulaire. Non. Non, au contraire, là, il n'était pas content. Il a voulu y faire comprendre que c'était des affaires qu'elle n'avait pas à faire. Donc, c'est pas une perte de contrôle sur moi, c'est une perte de contrôle de la situation et je veux pas perdre le contrôle de la situation. Donc, par tous les moyens, je vais essayer de reprendre le contrôle. Peu importe. Ces personnes-là ne prennent pas, que ça marche pas comme ils veulent, quand ils veulent. Donc, c'est une forme de pouvoir que tout individu peut utiliser pour obtenir ou défendre un privilège. Par la peur ou la crainte, hein? Souvent, moi, j'utilise plus le mot « crainte ». Parce que si je vous demanderais, avez-vous peur de l'autre? Avez-vous peur, ben non, c'est mon fils, ou ben non, c'est mon mari, ou ben non, c'est... Si je vous dis, est-ce que vous craignez ses réactions quand vous lui dites non? Si vous craignez les réactions de quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal de craindre de devoir dire non. OK? Donc, ces personnes-là, malheureusement, vont utiliser la peur et la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent, comme elles le veulent et quand elles le veulent. Donc, encore là, la violence, il ne faut pas oublier que c'est volontaire et que c'est intentionnel. OK? C'est quelque chose aussi qui est récurrent. Récurrent, ça veut dire que ça se reproduit. Là, vous allez dire, Véronique, elle voit de la violence partout. Hein? Il y en a qui disent, les intervenants en violence voient de la violence partout. Non. On est capable de faire la différence entre des simples chicanes et de la violence. Puis tantôt, je vais le regarder avec vous. C'est quoi les différences entre la violence et la chicane? Il peut arriver un événement où, puis ça m'est déjà arrivé à moi aussi, là, tu sais, qu'on chicane avec quelqu'un, puis qu'on monte le ton, puis que, peut-être que nos paroles dépassent
notre pensée puis qu'on regrette ce qu'on a dit. Ça nous est tout arrivé. Sinon, vous êtes surnaturel, je pense. Donc, tout le monde s'est déjà un peu emporté. Sauf que si c'est quelque chose qui arrive régulièrement, si c'est quelque chose qui arrive pour obtenir, pour avoir le dessus, et que c'est toujours moi qui veux le dernier mot, bien là, c'est un petit point d'interrogation, une petite lumière rouge. Donc, c'est quelque chose qui revient. Ça va selon un cycle. Ces femmes-là vivent dans un cycle et on n'est pas capable de dire pendant combien de temps ce cycle-là peut aller, là, passe d'une phase à l'autre. Donc, et c'est un problème de société. Donc, en tant que société, on a tous notre part à faire là-dedans. Quand on tolère et quand on banalise la violence, bien, pour la différence entre la colère et la violence, ça peut paraître niaiseux de démêler ces deux affaires-là, là, mais c'est parce qu'il y a des femmes qui viennent, puis là, l'autre va en thérapie pour apprendre à gérer ses colères, puis apprendre à nommer ses émotions, puis à pu faire vivre ça à sa femme puis ses enfants, ou à sa famille, en tout cas. Et puis là, les femmes, ils disent « Ouais, mais Véro, il se fâche encore. » Tu sais, ça y arrive d'être fâché. Ouais, bien, OK. Mais là, être joyeux, c'est une émotion. On a le droit d'être joyeux. On a le droit d'avoir de la peine. Une femme, un homme a le droit d'être joyeux, a le droit d'avoir de la peine. Et on a aussi le droit d'être en colère. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est en colère, qu'il est violent. Il y a une différence. La colère, c'est une émotion. Et la violence, c'est des comportements. Donc, il y a une différence importante. Okay? Si j'exprime ma colère en frappant dans les murs ou en traitant l'autre de toutes sortes de noms, bien là, ma colère, j'ai le droit de la vivre, mais pas de cette façon-là. Hein? J'ai toutes sortes d'autres solutions. Je peux aller prendre une marche, je peux aller prendre de l'air, je peux aller faire un sport, je peux aller dans ma chambre respirer 5 minutes, puis revenir quand je bouille un peu moins. OK? Donc, on peut accepter que quelqu'un soit en colère puis qu'il nous exprime sa colère, mais sans avoir de gestes irrespectueux et sans avoir de gestes qui nous fait peur. Là est toute la différence. Encore là, dans la société, on entend toujours « Ah, bien, il y a eu une petite chicane dans cette famille-là » ou « Ah non, là, ça a brassé, on a vécu toute qu'une chicane, une grosse crise dans la famille, une grosse chicane. Okay? » On voit, quand on voit dans les médias tous les drames qui arrivent, qu'est-ce qu'on entend par les médias? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, une chicane de couple a mal tourné. Tu sais, même les médias, c'est malheureux. Mais même les médias diffusent et apportent des discours qui pour la société, bien, nous autres, on prend ça comme du cash. Hein? On écoute ça, puis là, bien, nous, on parle comme ça aussi. Mais sauf qu'il y a de la différence entre une chicane et une chicane, c'est quelque chose qui est sain. Je vous surprends peut-être ce matin, là, mais de se chicaner, ça peut être quelque chose qui est sain, qui est normal et qui sert à rétablir des malentendus. Donc, quand il y a un drame là, que vous entendez à la télé là, et que vous entendez ou que vous lisez dans les journaux que c'est une chicane qui a mal tourné au sein du couple, tuer quelqu'un, là, excusez-moi, là, mais c'est de la violence. Pas une chicane. Moi, quand je me chicane, j'ai pas envie de tuer l'autre. Là. Donc, ça, c'est très important. Et quand aussi les policiers ont à intervenir ou quand la DPJ a à intervenir dans des familles parce qu'il y a de la violence et que le petit enfant voit sa mère se faire crier dessus et se faire brasser, excusez-moi, mais c'est pas de la chicane. OK? C'est de la violence.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut différencier justement de la chicane et de la violence? Parce que quand on dit chicane, ça banalise. Donc, dans une chicane, là, les deux, ils veulent avoir raison, c'est sûr. Tu sais, moi aussi, j'aime bien ça avoir raison dans la vie, là. Mais j'irai pas vouloir gagner à tout prix, avoir le dernier mot à tout prix, puis même aller jusqu'à rabaisser l'autre ou à faire craindre de mes réactions pour juste avoir le dernier mot puis avoir raison. Donc, une chicane, c'est sur un sujet. Quel film on va aller voir au cinéma? On s'entend pas. Quel poste qu'on va écouter à soir? On s'entend pas. On a le droit à nos goûts. On a le droit à nos besoins, nos désirs. Dans un couple ou dans une famille, on n'a pas toutes les mêmes envies, puis on n'a pas tous les mêmes goûts, puis on n'a pas tous les mêmes besoins, puis c'est normal. Mais c'est important de respecter ça, les goûts de l'autre. Donc, si j'aime pas, ben l'autre n'est pas obligé de ne pas aimer non plus. Donc, la différence, justement, dans la violence, c'est que j'oblige l'autre, de par toutes sortes de façons, à aimer les mêmes affaires que moi, à avoir les mêmes opinions que moi. Et c'est toujours moi qui mène, c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Tu sais, des concessions dans un couple, on doit en faire un petit des concessions, hein? Ben, c'est les deux qui sont censés en faire. Ou dans une famille, avec mes enfants, en tant que parent, je fais des concessions. Mais mes enfants aussi, il faut qu'ils en fassent des concessions. Les relations égalitaires. Dès que je sens que je me fais, que ma relation est plus égalitaire, que j'ai l'impression que l'autre prend le dessus sur moi, peu importe c'est qui, ça peut être ma sœur, ça peut être... Peu importe, dès que je sens que l'autre veut à tout prix toujours tout gérer, puis me rabaisser, puis que moi, j'ai pas un mot à dire, c'est pas des simples chicanes, ça. Donc, c'est des différences importantes. Et des chicanes, c'est pas non plus... Il n'y a pas le fameux cycle que je vais vous expliquer tantôt, là, comment que les femmes peuvent vivre là-dedans. Et aussi, dans une simple chicane, il n'y en a pas d'impact, là. Qu'on s'estime sur ma TV ou, ou sur TVA ou peu importe, si j'ai pas frappé d'un mur pour écouter absolument ma TV, puis que j'ai pas fait sentir l'autre comme une moins que rien ou un moins que rien, ben, tu sais, il n'y en a pas d'impact, il n'y a pas de conséquences. Quand je vous dis que les femmes qui sont victimes de violences, je suis désolée pour les messieurs dans la salle, mais je suis intervenante dans un service pour femmes, donc je parle toujours, j'ai cette façon-là, et comme je vous ai dit, en plus grande majorité, c'est aussi des femmes qui en vivent. Mais ces femmes-là et les enfants en vivent de grandes conséquences, comme la peur, là, tu sais, craindre les réactions de l'autre, c'est une conséquence. Dans une chicane, là, j'aurais pas peur que l'autre soit fâché parce que j'ai été 5 minutes en retard à la maison. Ces femmes-là, souvent, vont se faire bouder toute la soirée parce qu'elle est rentrée un peu plus tard que prévu de l'épicerie ou qu'elle n'a pas dit qu'elle était passée à l'épicerie après le travail. Donc, ces femmes-là vivent énormément de conséquences. Ils n'ont pas de liberté de réaction, ils n'ont pas de liberté de penser. Ils n'ont pas de liberté de voir leur famille. La famille est dénigrée, la famille est... Tu sais, quand les gens se mettent à être de plus en plus isolés et à plus voir personne. Puis, les femmes victimes utilisent différentes formes d'adaptation, okay? Des stratégies d'adaptation. Tu sais, quand on dit... ouais, mais elle dit rien. Il parle comme si c'était un chien, puis elle dit pas un mot. Mais voyons, tu sais, hey, ça serait moi, là. Hein, on se dit tout ça. Si ça serait moi, il passerait par là. Puis si ça serait moi, il y aurait ma façon de penser. Puis c'est pas vrai qu'il me mènerait de même. Puis mon fils, s'il me parlerait comme ça, il rentrerait plus dans la maison. Puis... Mais il utilise des stratégies d'adaptation pour éviter les crises, éviter la violence. Parce que la seule personne sur qui on a du contrôle dans la vie, là, c'est sur nous autres mêmes.
Puis sur l'autre, s'il décide qu'il veut péter sa coche dans la maison ou se fâcher ou peu importe, bien c'est difficile. Tu sais, je peux pas, je n'ai pas de contrôle, j'en ai pas de pouvoir de changement sur l'autre. J'ai du pouvoir de changement que sur moi. Donc ça, c'est très important. Donc, quand on juge une personne par sa réaction, bien dites-vous que c'est une stratégie pour éviter les crises. Si elle dit rien, là, c'est peut-être parce que si elle ose dire un mot, ça va être 2 fois pire, rendu chez elle. Si je vous parlerais, exemple, de la médiation. OK, une petite parenthèse. La médiation, quand les gens se séparent, le gouvernement a mis ça en place pour que le système de justice soit moins engorgé, hein, parce qu'on sait comment est-ce que le système de justice est plein et que ça devient lent. Donc, lors de séparation, tous les couples sont amenés à aller en médiation. C'est une obligation du gouvernement. Mais pas en violence. Peu importe que ce soit violence familiale, que ce soit violence conjugale. Nous, les maisons d'hébergement, quand on a des clientes et qu'on constate la situation de violence, le gouvernement nous a fait des attestations comme de quoi que la personne, la femme, n'est pas dans l'obligation d'aller en médiation familiale. Parce qu'en médiation familiale, il va y avoir des impacts. Tu sais, on dit que durant les années du couple ou durant les années familiales, les choses allaient super mal. La personne n'osait jamais donner son point puis faire valoir ses droits. Puis là, on irait les envoyer en médiation familiale pour se séparer. Puis là, on ose espérer qu'ils vont faire valoir leurs droits. Tout d'un coup, après tant d'années à avoir subi de la violence puis à ne pas avoir osé parler, là, on irait les asseoir un en avant de l'autre, un à côté de l'autre, avec un médiateur pour essayer de faire une belle séparation. Ça met les femmes en danger, ça. Donc, heureusement, le gouvernement a fait une loi particulière pour les femmes qui sont victimes de violences et elles ne sont pas dans l'obligation. Moi, je nomme pas maltraitance, mais que ça soit maltraitance, que ça soit violence. De la maltraitance, c'est de la violence. OK? Donc, je peux vivre de la maltraitance ou de la violence de façon psychologique. On voit les images, hein? C'est tout le questionnement, l'image des points d'interrogation. Là. La violence psychologique, c'est une forme de violence qui est très subtile et qui est très difficile à détecter. Juste un geste, un regard, un soupir, elle sait qu'elle a dit quelque chose de trop. Quand je me pose énormément de questions, que je doute de moi-même, ça peut être une violence psychologique. Quand je me pose des questions sur ce que mes enfants me font vivre, puis j'ai des doutes, puis je me sens donc que je me sens pas bien, puis que c'est soupir quand j'ai dit non, puis quand j'ai pas fait comme ils voulaient, ça, c'est difficile à détecter, puis c'est difficile à voir. Puis je m'en irais pas aux polices en disant « Monsieur l'agent, je vis de la violence psychologique ». Puis même, on va avoir de la misère à venir à l'auberge en disant « Je vis de la violence psychologique ». Mais malheureusement, c'est comme ça que ça commence. C'est par la violence psychologique que ça commence et les femmes oseront même pas venir en parler parce que l'autre, il va dire hey, « T'es en dépression, là. T'es pas bien. Va te faire soigner. » C'est toi qui capotes, c'est toi qui en invente, c'est toi que... Ou les enfants vont dire « Vous capotez. Vous voyez tout trop gros, vous exagérez, c'est vous autres qui est ma mère, puis tu pleures pour rien. » Ça en est, ça, de la violence psychologique. Et souvent, je n'irai pas consulter à ce moment-là. Ou si je vais consulter, je vais aller consulter parce que je file pas, je m'inquiète, je dors pas bien. Bien, heureusement, il y a beaucoup de médecins qui sont capables de détecter la violence et qui nous réfèrent. Ça a déjà arrivé là, qu'une femme arrive en disant « Bien, moi, je suis pas mal certaine que je suis en dépression. J'arrive pas à dormir. » Bon, oui, elle était en dépression. Mais quand il a fouillé, il a vu que c'était une conséquence de comment est-ce que ça se passait, tout comment ça se passait dans la maison. Donc, la violence psychologique, rappelez-vous, c'est très difficile à détecter et je ne peux pas le voir à l'œil nécessairement. On peut être ici présentement là, ou dans un souper d'amis, puis un couple, il se passe quelque chose qu'on ne s'en rendra jamais compte. Parce que ça va être un petit regard entre les deux.
Eux autres, ils savent à la maison ce qui s'est passé avant. Puis les personnes qui ont des comportements violents, ils ont des qualités, là. Ils ont de très belles qualités. Ils ont deux côtés de la médaille. Ils ont de très, très belles qualités. Et souvent, c'est ce qu'on va voir le plus, leurs qualités. C'est ce qu'on va voir le plus en société. Mais dans les quatre murs, là, entre les quatre murs de la maison, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Une personne violente n'a pas une profession particulière. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est sans le sou puis qui est dans la rue qui va être violent. Ça peut même être des hommes de loi, malheureusement. Moi, j'en vois de toutes sortes des personnes qui passent, puis jamais que personne, on pourrait se douter c'est qui. Ensuite, il y a tout le contrôle et la violence verbale. Donc, ça, on peut passer... Donc, ça, la violence verbale, hein, c'est tous les mots, les menaces. Si vous regardez là, l'image du bas, je ne sais pas si vous remarquez, la personne, il crie, OK? Puis, il tient le visage, mais on voit comme c'est comme son bras, comme s'il sortirait. Là. C'est que la puissance des mots fait aussi mal qu'un coup. C'est malheureux, mais j'ai des femmes, des fois, qui me disent, tu sais, Véro, j'aime mieux quand ils me frappent que quand qui me boude puis qui me parle plus de la journée ou qui me fait sentir comme une moins que rien ou qui me traite de pas intelligente ou qui me... Donc, c'est une violence qui est souvent banalisée par les gens, mais ça fait aussi mal. Ensuite, bon, le contrôle ou la violence physique, c'est la plus médiatisée. Hein? Souvent, c'est ça, on va en entendre parler quand on est rendu à l'homicide. Quand on est rendu à l'infanticide, c'est là qu'on va en entendre parler, hein, le nombre de disparitions des fois, hein, puis qu'on se rend compte que... je ne sais pas si vous avez vu l'émission « Il ne m'a pas tué ». C'est une fille que c'est son père qui finalement avait tué sa mère et qui l'avait portée disparue pendant des années. Tu sais, c'est particulier. Donc, la violence physique peut en venir jusque-là aussi. Et c'est souvent des blessures qui sont déguisées en accident. J'ai une femme qui est venue me voir. C'est sûr qu'elle avait caché sous son maquillage. Mais je lui dis, j'ai dit, il est allé jusqu'à te frapper cette semaine. Hein? Tu le vois? Oh non, ça paraît. Je suis son intervenante. Puis elle a honte. Qui devrait avoir honte dans des situations pareilles? Celle qui a subi les coups ou celui qui les a faits? Donc, elle me le dit parce que je le savais facilement, mais à tout l'entourage, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dit? Et même lui disait autre chose. Même lui, il disait, « Mais oui, ma pauvre petite femme a tombé. » Hein, ou même la maltraitance, justement. Hein, si on se fait un peu mener fort, là, bien, c'est qui va avoir honte d'avoir un bleu? Ça va être la personne qui va s'être faite brasser un peu fort pendant ses soins ou pendant... Puis l'aide-soignant ou la personne n'a pas honte. L'autre, l'agresseur ou la personne qui fait les gestes n'a pas honte. Puis c'est les victimes qui ont honte. Ça n'a pas de bon sens, vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler puis d'oser nommer les choses. Contrôle ou violence économique. Écoute, j'en ai un peu parlé au travers mes histoires. Mais bon, en médiation, l'histoire de la maison, hein, lors des séparations, on en voit tellement lors des séparations que là, c'est le contrôle financier. Je vois tellement des femmes arriver qui n'ont pas une scène, qui a tout coupé, accès aux cartes. J'ai même vu déjà une fois, les policiers étaient venus nous porter une femme en disant « Je peux-tu te parler un petit peu? » Fait que là, je demande « Oui », mais sans que la femme soit là. Il me dit, elle dit qu'elle est victime de violence économique, mais il dit, écoute, je viens d'aller la chercher dans une belle grosse maison, iPad, ordinateur, violence économique, vérifie ça, je suis pas sûre. Mais c'est pas parce qu'on a une grosse maison puis que tout semble bien aller financièrement que j'en vis pas. Mais cette femme-là, ce que j'ai finalement su, c'est que son mari travaillait à l'extérieur et que si
Durant le temps où ce qu'elle avait été là, elle n'avait pas été fine ou qu'elle avait... fine. Qu'elle n'avait pas fait tout ce qu'il voulait, en fait. Souvent, il ne laissait pas une scène pour l'épicerie. Pour elle et ses enfants. Elle ne le méritait pas. Je sais, ça, je te fais vivre. Cette semaine, je ne te donne pas une scène. Donc, là, les gens, on se dirait, oui, mais elle avait rien qu'à vendre un ordinateur puis aller s'en acheter, ou elle avait rien qu'à emprunter, ou voyons, qu'est-ce que c'est ça? Quelle réaction qu'elle a eue? Pourquoi qu'elle n'a pas fait ci puis qu'elle n'a pas fait ça? Puis que... Stratégie d'adaptation. Elle va s'organiser pour éviter le plus possible la crise, que ça soit encore pire. Elle va vendre l'ordinateur aussi, elle va emprunter de l'argent. Comment il va réagir en disant « c'est sûr que tu as dû m'en parler ». Puis que là, il va être en colère. Tout le côté du contrôle ou de la violence sexuelle, ça peut même être pendant des soins, qu'on a l'impression... Puis ça, c'est important de le savoir. La violence, c'est pas toujours très clair. Exemple, la violence sexuelle, puis une personne âgée est en train de recevoir des soins, puis il me semble donc que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il me fait mes soins, je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il manque de respect. Ça peut peut-être même jusqu'à aller à des attouchements. Et puis là, on va se dire, non, mais tu sais, il faisait mes soins ou il faisait... Il n'y a pas le choix de prendre soin de moi ou je te fais tes soins, au moins laisse-moi donc un peu profiter. Tu sais, se faire dire des choses comme ça. Donc, c'est malheureux, mais la violence sexuelle, ça peut être toutes des choses comme ça. C'est pas nécessairement un viol dans une rue, là. Hein? Ou de faire sentir à l'autre, des fois, il y a des femmes qui arrivent en disant, mais moi, si on le fait pas au moins une fois par semaine... Il me dit, si je te trompe, surprends-toi pas. Chantage. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait au moins une fois par semaine, même si ça ne tente pas, parce qu'elle se dit, s'il va voir ailleurs, ça va être de ma faute. Elle se sent hyper responsable et hyper coupable de par tout ce que l'autre peut dire. Ensuite, on en a parlé, ça peut aller jusqu'à l'homicide et le suicide. Et puis, ce qui passe à la TV, n'oubliez pas que c'est parce que ça se passe en vrai. On a l'impression des fois, parce qu'on voit ça à la TV, c'est pas vrai, mais lors de séparation, je ne veux pas faire de peur aux gens, mais quand lors de la séparation, c'est parce que l'autre a tellement l'impression que là, il perd le contrôle total de l'autre personne. Là, il peut augmenter sa violence. Je la manipule, ça fait pas. Je la menace, ça fait pas. Je suis gentil, ça fait pas. Je pogne les nerfs, ça fait pas. Et là, ils vont réfléchir à d'autres moyens. Donc, nous, à l'Auberge de l'Amitié, on est là pour mettre les femmes en sécurité ou pour les aider à se mettre en sécurité. On a des contacts avec les policiers directement. Donc, on peut... une femme, si elle craint pour sa sécurité, la maison est barrée. On a des fenêtres anti-balles. C'est toujours une intervenante qui répond à la porte. On a des caméras de surveillance tout le tour. Puis je peux vous dire que les polices, ils s'en viennent quand... Des fois, on a des mauvaises... des erreurs de système de sécurité. Là, ça nous est arrivé. Et je peux vous dire qu'en tout cas, on se sent en sécurité. Parce qu'on n'a même pas le temps quasiment de les rappeler pour dire que c'est une fausse alerte, puis ils sont là. Donc, OK, puis même les femmes qui restent chez elles, on peut les aider à comment je peux réagir, comment je peux me mettre en sécurité. Mais pas venir nous voir comment je peux le changer. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il change? On n'a pas le pouvoir du changement de l'autre personne, mais on fait tout ça. Je voudrais donc, mon fils ou ma fille, arrête d'agir de même. Je vais essayer de ne plus dire un mot. Je vais essayer d'y donner ce qu'elle veut. Je vais essayer de... On essaye toutes sortes de choses. Mais malheureusement, c'est ça, on n'a pas de pouvoir. Le fameux cycle de la violence, écoutez, tu sais, quand on dit que c'est quelque chose qui se répète et qui se répète sans cesse, c'est sûr que le cycle, il est encore plus facile à détecter quand ça fait un bout qu'on est dedans.
malheureusement. Mais nous, on est capable d'identifier plus rapidement puis d'aider les gens à identifier plus rapidement les gestes de violence, OK? Mais souvent, monsieur, madame, tout le monde, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans ce cycle-là quand les choses vont aller plus mal. Donc, moment de tension, je stresse, bon, merde, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être, bon, mon fils arrive à la maison, oh non, j'espère qu'il n'a pas consommé, ou j'espère qu'il n'est pas venu nous demander d'argent, j'en ai pas cette semaine. Puis, fait que là, on vit un moment de tension, on craint. Fait que là, on marche sur des œufs, puis là, hein, on est encore plus fine, on dirait, ou plus fin. Ou, tu sais, on va tout mettre en place pour espérer qu'il n'y ait pas de crise. On va tout mettre notre énergie là-dessus. Et malheureusement, quand on est avec des personnes qui ont des problèmes de comportement de telle sorte, ils vont passer à l'autre étape, là, qui est l'agression, comme je vous disais, là, agression verbale, agression... ou exemple, là, seulement... C'est parce que, tu sais, je voudrais pas qu'on voit toujours la violence comme des coups puis une fatalité, là. Mais, exemple, justement, je suis stressée, mon fils arrive, j'ai peur qu'il ait consommé, j'ai peur qu'encore ils veulent de l'argent, j'en ai pas cette semaine. Et puis là, il m'en demande. Donc là, je suis stressée parce que je dois lui dire que j'en ai pas. Et là, bon... Ah, c'est ça, tu veux pas m'aider, puis tu veux jamais rien savoir, puis là, il pète sa coche, puis là, il dit tout ce qu'il a à dire, puis il bourrasse, puis... Donc, pendant ce temps-là, moi, j'ai vraiment peur et je me sens en colère. À ce moment-là, là, les femmes et les victimes se sentent extrêmement en colère et ils ont honte et se disent, sur le coup, ça suffit. Je veux plus qu'il me traite de même. Je veux plus qu'elle me traite comme ça. Là, c'est assez. Là, ils sont bien motivés. Là, c'est là souvent qu'ils vont venir nous consulter. Ou qu'on va dire, là, je vais aller voir quelqu'un. Là, c'est assez, là. Il me traitera plus de même. Mais malheureusement, les deux autres parties du cycle font descendre cette colère-là envers l'autre. L'autre partie du cycle, c'est les fameuses justifications. Les justifications, il avait consommé. Ah, tu sais, il avait consommé. Oh, il vient de perdre sa job. Ou, je le sais qu'il y a de la misère financièrement, puis je suis sa mère, puis je suis son père, puis je suis censée de l'aider, mais je ne l'ai pas faite. Puis, pauvre lui, je sais qu'il y a de la misère. Donc, on n'est plus en colère contre les gestes de l'autre. On devient... On explique, on excuse, on donne raison à l'autre et on devient déçu de nous-mêmes. Fait que là, c'est là qu'on reste dans la situation parce que c'est plus la faute de l'autre, c'est de notre faute. Donc, c'est ces parties-là. Et après, bien là, c'est sûr qu'il y a toujours une réconciliation, un moment où que les choses vont bien. Ah, là, il arrive aujourd'hui, ça va bien, il est de bonne humeur. Là, j'ai grand espoir que cette fois-là, il a compris. Une de mes clientes, à un moment donné, qui avait écrit une super de belle lettre à son fils pour que là, il arrête de venir pogner les nerfs chez eux. Puis, il avait répondu à sa lettre. Il s'excusait, qu'il ne recommencerait plus, qu'il allait aller chercher de l'aide. Donc là, ma cliente, c'était « Véro, là, il a compris. Vraiment, là, je suis tellement contente, là. Il n'a jamais fait ça, me répondre à ma lettre. Ou d'habitude, il se serait fâché. Ou... Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé après? Il a recommencé. Donc, le fameux cycle, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui recommence. Et puis, on embarque toujours dans les fameuses explications et les excuses. La personne qui vient vous bourrasser, ou qui bourrasse votre fille, ou qui bourrasse... Hein? C'est pas de la faute à votre fille. C'est pas de sa faute. Et on n'ira pas dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te fasse ça? Qu'est-ce que tu as fait? Mais souvent, on dit ça, puis c'est pas méchamment, là. On va demander ça à l'autre. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est quoi tu lui as dit? On veut des explications, mais là, l'autre, elle va encore se sentir responsable. Donc, c'est de dire que c'est inacceptable. Peu importe. S'il y a des problèmes de consommation, qu'il aille se faire aider. S'il y a des problèmes de santé mentale, qu'il aille se faire aider.
Et savez-vous que ce n'est pas toutes les personnes qui ont des problèmes de consommation, qui ont des problèmes de santé mentale, qui font de la violence? Donc, il n'y en a pas de raison pour s'excuser des gestes comme ça. Et il n'y en a pas de raison pour que je l'accepte. Il n'y en a pas de raison pour que vous acceptiez ça, même si vous les aimez beaucoup. Donc, c'est important d'en parler. On va passer ça aussi. Donc, ça dit que, dans le fond, on vient qu'on ne voit même plus là, les moindres petits gestes de violence tellement qu'on vient habitué d'être dans ce cycle-là. Puis on s'en rend même pas compte qu'on est dedans. Souvent, c'est les gens de l'extérieur qui vont être plus capables de nous le dire. Donc, puis on se vide de notre énergie, on se conditionne comme à chaque moment qu'il se passe quelque chose, puis on achète la paix. Donc, pourquoi une femme, elle reste? Un, c'est peut-être par peur. C'est peut-être pour ses enfants. Elle ne veut pas briser la famille. C'est peut-être par amour. Pourquoi est-ce que je ne mets pas mon fils dehors ou ma fille dehors? Je les aime, j'ai peur de les perdre. Donc, il y a 1 million de raisons pourquoi les femmes restent dans des situations comme ça. Et leurs raisons sont leurs raisons et sont bonnes pour elles. Nous, on travaille là-dessus, à regarder qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle reste là-dedans. Et c'est là-dessus qu'on va regarder avec elle, à se mettre en sécurité, puis tout ça. Donc, de quelle façon? On va terminer là-dessus. L'important, je vous dirais, de quelle façon est-ce qu'on peut aider? Bien, je vous demanderais, s'il vous plaît, à tout le monde, d'ouvrir les yeux, de ne pas banaliser, de ne pas embarquer dans les excuses des gens qui font la violence et d'amener ces personnes-là à aller chercher de l'aide spécialisée dans le domaine. C'est ouvert 24 heures sur 24. Noël, jour de l'an, peu importe. Et la meilleure façon de se sortir de ça, c'est de ne pas garder le silence. Parce que la personne qui fait des gestes de violence veut que vous gardiez le silence, va vous menacer, va... Hein? Mais c'est ça qui fait perdurer. Notre clientèle, c'est des femmes victimes de violence, bien sûr. Mais c'est certain qu'une femme victime de violence peut aussi avoir différentes problématiques. OK? Mais c'est sûr que nous, on essaie le plus possible à l'intérieur de la maison de garder... Tu sais, on va là pour faire attention à nous, là. Donc, on ne veut pas non plus être au travers de des gens qui sont en consommation puis que ça n'a pas d'allure. C'est sûr qu'il y en a qui ont des problèmes des fois de consommation, mais c'est pas toutes les femmes. Hein? C'est important de savoir que, même moi, si je ne travaillerais pas là, je pourrais même aussi m'en aller là. Il y a des femmes très intelligentes, des femmes de carrière, des femmes comme vous et moi qui sont dans la maison à l'auberge de l'amitié. Si les gens, on voit qu'ils ont un problème justement de consommation et que ça dérange au bien-être des autres personnes, on va demander à la personne de quitter l'auberge. Les intervenantes, on gère au mieux de ce qu'on peut et que c'est certain que quand il y a des femmes qui font des problèmes, on s'arrange aussi pour les référer. Tu sais, au début, je disais, il y a de la référence, là. On s'arrange aussi pour les référer dans les services dont elles ont besoin pour ne pas faire fuir. Parce que là, on a des enfants, hein? Faut pas oublier, là, on a des petits-enfants qui arrivent de des milieux pas faciles. Fait qu'on n'ira pas les mettre au travers de des femmes qui font des crises puis qui sont en consommation. Donc, on fait très attention à ça. Et aux services externes, bien, c'est sûr, c'est Madame Tout-le-Monde. Ça peut même être de la famille qui viennent consulter pour comment est-ce que je peux aider ma cousine, ma fille. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que ça a quand même... je pense qu'il y a une période de questions. C'est pas une question, c'est une affirmation. Si tu es d'accord avec moi. Parce que je l'ai vécu 21 ans de temps. Puis le dommage que ça fait, c'est que nos filles aussi, ils sont victimes. Puis on a beau leur dire, ils ont vécu ça, puis tout, tant qu'ils ne l'ont pas compris, qu'ils n'agissent pas. Mais le bobo là-dedans, c'est le respect. Tu sais, là, à partir de la maternelle, les jeunes, là, même à cet âge-là, oui, ça commence. Ils manquent de respect parce qu'ils ne l'ont pas chez eux. Ouais. Excuse, hein? Je suis passionnée aussi. Fait que c'est là, tout de suite, là,
qu'il faut que les intervenants, ils enseignent le respect. Le respect envers les gros, les handicapés, les femmes, tu sais, les filles, même s'ils ont de la misère, de la difficulté, c'est le respect. Vous avez entièrement raison. Là, il devrait avoir une maudite grosse pancarte, là, à marquer respect. Puis que chacun dise c'est quoi le respect. S'ils ne l'ont pas appris chez eux, bien qu'ils l'apprennent là. Oui. Es-tu d'accord? Oui, vous avez entièrement raison. Les rapports de force, ça commence dès le tout jeune âge. Oui. Si je ne montre pas à mon enfant à ne pas bousculer l'autre pour embarquer dans l'autobus pour obtenir ce que je veux, la place de mon choix, si je lui montre pas que ça, c'est déjà des prises de pouvoir, bien, ça va aller loin. Et je suis contente de votre intervention parce que notre intervenante en maison, qui est l'intervenante mère-enfant et jeunesse, peut même aller dans les écoles pour parler des rapports de force et des rapports de pouvoir, peut même aller dans les garderies pour sensibiliser. Parce qu'on pense, comme vous, que quand on commence des comportements comme ça et que c'est payant, si je l'obtiens, ma place dans l'autobus à chaque fois que je pousse, mais quand je demande s'il vous plaît, il n'y a personne qui m'adonne, puis qu'on ne dit rien quand je pousse, bien, ça l'apprend en vieillissant que j'ai juste à brasser, on va me donner ce que je veux. Puis c'est pas seulement le respect envers les autres, avoir le respect de soi-même. Moi, ça m'a pris 21 ans à comprendre que j'avais des droits, avoir du respect de moi-même, me respecter pour pas me faire battre ou n'importe quoi. Ça m'a pris 21 ans. Mais si, c'est ça, à la maternelle, ils nous montraient j'ai des droits, moi. Il faut que j'ai du respect de moi-même pour pas endurer ça. Aller voir des personnes qui vont les arrêter ou tout ça, c'est le respect de nous-mêmes aussi. Exactement. Exactement. À l'auberge, on est là pour justement la défense des droits aussi des femmes, apprendre aux femmes qu'elles ont des droits et qu'elles ont droit au respect et à ne pas se faire violenter. En général, les femmes qui sont prises à l'auberge, est-ce qu'il y a une période de temps limite qu'elles peuvent être là ou si elles sont là jusqu'à ce qu'elles s'en sortent ou comment est-ce qu'elles fonctionnent? Non, c'est certain que on a seulement 14 places, c'est quand même beaucoup, mais c'est un hébergement qui est temporaire. Donc, il y en a qui peuvent venir une journée, puis c'est correct, là, puis ils se sont mis en sécurité cette journée-là et ils décident d'aller revérifier des choses à la maison, retourner avec le conjoint ou avec... Il n'y a pas de problème, mais ça peut être de une journée. Il y en a qui vont aller des fois jusqu'à 2-3 mois, mais écoute, attendre un logement primodique, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 an, donc on ne peut pas attendre jusque-là. Donc, on regarde avec les femmes d'avoir toujours un plan A, un plan B. Donc, c'est des hébergements temporaires. Et les femmes, comme je disais tantôt, ont certains, quand même, règles de respect dans la maison. Tu sais, de ne pas arriver en consommation, de participer aux ateliers. Donc, si une femme respecte rien, fait aucune démarche de reprise de pouvoir sur sa vie, ben c'est sûr que son hébergement va être remis en question. Donc, je vous dirais maximum 3-4 mois, mais tout dépendant les situations, là. Puis, on est quand même une maison que c'est gratuit et donc, tu sais, nourri, logé. Donc, si on voit que la personne vient dans un bed and breakfast, là, passer... des petites vacances, c'est sûr qu'on n'accepte pas ça. Là. On est une maison de situation d'urgence. Oui? Si j'ai quelqu'un dans mon entourage, dans les jeunes qui vont à l'école, qui vivent de l'intimidation, oui. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper de ça ou faire une genre de médiation avec l'autre jeune ou comment ça se passe? C'est sûr que dans les écoles, il y a déjà des choses qui se font face à l'intimidation. Mais par contre, notre intervenante jeunesse, Elisabeth, peut rencontrer, elle, en individuel. Nous, on ne fait pas de médiation. OK? Puis on ne rencontre pas les conjoints ou les agresseurs non plus, là, peu importe, là, de tout âge. Là. Nous, on travaille avec les victimes. Donc oui, on peut intervenir auprès des victimes en intimidation dans les écoles. Comment s'y prendre, quoi faire par quelle étape passer pour arriver à... On peut l'accompagner à l'école aussi pour en parler. Donc, nous, on accompagne les victimes.
C'était la dernière. Ben, je vous remercie beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour madame. Merci beaucoup.